Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à un texte vraiment fondamental, le chapitre 10 du livre de la Genèse. Oui, la fameuse table des nations. Exactement. Dans la traduction de Louis II, notre mission, si on peut dire, c'est de décrypter un peu ce catalogue de peuples descendants des fils de Noé, Sem, Cham, Japheth, après le déluge. Qu'est-ce que ça nous dit? Tout à fait. Et c'est bien plus qu'une simple liste, en fait. C'est une tentative très structurée d'expliquer comment les nations connues à l'époque, eh bien, comment elles sont apparues et se sont dispersées, D'accord. tout en affirmant une origine commune après le déluge. C'est vraiment une clé pour saisir la vision biblique des origines des peuples, de leur diversité aussi. Alors, allons-y. On commence par qui? Japheth, c'est ça? C'est ça, Japheth. Le texte nous donne ses fils. Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méchec, Tiras. Bon. Et ça continue même, on a les fils de Gomer. Ashkenaz, Ripat, Togarma. Et ceux de Javan aussi, Elishars, Tarsis, Kittim, Doudanim. C'est précis. Mais bon, au-delà de l'énumération, qu'est-ce que ça nous apporte vraiment? C'est une bonne question. Parce que la liste en elle-même, bon, elle peut sembler un peu aride. Mais le verset 5, celui qui conclut pour Japheth, il est essentiel. Ah oui. Il dit « C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations, selon leurs terres, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. » Vous voyez? Oui. En fait, ce verset pose d'emblée le cadre. C'est la légende de la carte, si vous voulez. Il établit les catégories, la géographie, les terres, les îles, la langue, le social, les familles, et le politique, les nations. D'accord, c'est une sorte de grille de lecture pour tout le chapitre alors. C'est exactement ça. C'est le schéma directeur qu'on va retrouver pour les autres lignées. Bon, alors voyons Cham. Les fils Cush, Mitzraïm, Put et Canaan. Alors, pour Cush, c'est détaillé, Saba, Avila, Sapta, Raïma. Et puis d'un coup, un personnage ressort, Nimrod. Ah, Nimrod! Oui, le texte dit qu'il commença à être puissant sur la terre. Et aussi un vaillant chasseur devant l'Éternel. Pourquoi lui, il est mis en avant comme ça? Ce vaillant chasseur, ça veut dire quoi au juste? Alors Nimrod, c'est vrai, il est traité un peu à part. Il n'est pas juste un nom dans une liste. Il incarne vraiment l'émergence du pouvoir politique, de la puissance organisée sur Terre. D'accord. L'expression « vaillant chasseur devant l'Éternel », elle est un peu énigmatique. On l'a interprétée de plein de façons, parfois comme une force un peu brute, peut-être même un défi face à Dieu. Mais le texte, lui, le lie surtout à la fondation des premières grandes cités en Mésopotamie. Babel, Érec, Akkad, Calné, au pays de Shinéar. Ah oui, les grands noms. Voilà, c'est le prototype du bâtisseur d'empire, celui qui commence à centraliser le pouvoir. Et ça semble avoir un effet domino parce que juste après, au verset 11, on lit « De ce pays-là sortit Assur, il bâtit Ninive ». C'est un peu curieux, non? Parce qu'Assur, on s'attendrait à le voir dans la lignée de Sem, l'ancêtre des Assyriens. Oui, Là, on dirait qu'il est lié à Nimrod, donc à Cham. Comment on explique ça? c'est une très bonne remarque, et ça fait couler beaucoup d'encre. Le texte ici établit un lien, disons, géographique et peut-être d'influence. Assur sort du pays de Shinéar, c'est-à-dire du domaine initial de Nimrod, D'accord. pour aller fonder ses propres villes, comme la célèbre Ninive. Donc cet Assur-là, le bâtisseur de Ninive, il est contextuellement lié à cette expansion qui part de la sphère de Cham. Faut garder ça en tête. Oui, parce que, comme on va le voir, il y a un autre Assur, fils direct de Sem, qui apparaît plus loin au verset 22. Le texte semble bien distinguer deux figures ou deux origines pour ce nom. Une liée à la Mésopotamie du Sud, via Cham et Nimrod, et l'autre, plus directement sémitique. Intéressant cette distinction. Restons avec Cham. Après Couche, on a Mitzraïm, l'Égypte donc. C'est ça. La descendance, ce sont les Ludim, Anamim, Léabim. Des noms moins connus peut-être, mais au verset 14, il y a un détail qui saute aux yeux. Les Casluim, d'où sont sortis les Philistins. Hein? Là, on connecte avec un peuple qu'on connaît bien dans le reste de la Bible, souvent comme adversaire d'ailleurs. Tout à fait. Le texte les intègre ici dans cette grande famille. Absolument. C'est un exemple parfait d'étiologie, comme on dit. Le texte donne une explication pour l'origine d'un peuple particulier. D'accord. En reliant les Philistins à Cham, via Mitzraïm et les Casluim, l'auteur leur donne une place dans sa carte du monde.
Même les futurs ennemis d'Israël font partie de cette histoire commune de l'humanité issue de Noé. Ça montre bien l'ambition universelle de cette généalogie. Donc même les autres, les futurs ennemis, sont quelque part de la famille. C'est fascinant comme perspective. Alors on termine avec Cham, Canaan, premier-né, Sidon, ça parle, la Phénicie. Oui, bien sûr. Puis Heth, les Hittites, on imagine. Et après une longue liste. Jébusiens, Amoréens, Gergasiens, Éviens, Archiens. Bon, beaucoup de ces noms, ce sont les peuples qui, d'après la suite de la Bible, habitaient la terre promise avant Israël. Le fait qu'ils soient listés ici, sous Canaan, ça a une importance particulière. Ah oui, tout à fait. La liste n'est pas neutre, bien sûr. En faisant de Canaan l'ancêtre de ces peuples, le texte prépare clairement le terrain pour les récits de la conquête. Logique. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est que le texte ne fait pas que les nommer. Il précise au verset 18 que, ensuite, les familles des Cananéens se dispersèrent. Et surtout, il définit leurs frontières géographiques. Depuis Sidon, du côté de Guérar jusqu'à Gaza, et du côté de Sodome, de Gomorrhe, etc. C'est assez précis, oui. C'est une description qui ancre vraiment ces peuples dans un territoire concret. Et c'est précisément ce territoire qui sera revendiqué plus tard. On voit bien comment le récit se construit. Et sans surprise, le verset 20 conclut pour Cham avec la même formule que pour Japheth. Ce sont là les fils de Cham, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. On sent bien le côté systématique. Exactement. Cette formule qui revient, c'est comme un refrain. Ça structure le texte et ça souligne que, malgré les différences, bâtisseurs d'empires, peuples voisins, futurs ennemis, tous sont classés selon les mêmes critères. Famille, langue, terre, nation. Ça met de l'ordre dans la complexité du monde. Allez, on passe à la dernière lignée. Sem. Il est introduit d'une façon un peu spéciale. Père de tous les fils d'Héber et frère de Japheth l'aîné. Pourquoi cette précision sur Héber, là, tout de suite? Ses fils directs, on les a ensuite. Élam, Assur, Arpachshad, Lud et Aram. Et on a aussi les fils d'Aram. Alors la mention d'Héber, elle est absolument cruciale, parce que Héber, c'est l'ancêtre qui donne son nom aux Hébreux, les Ivrim. Ah, d'accord. En disant que Sem est le père de tous les fils d'Héber, le texte met tout de suite en avant la lignée qui va mener à Abraham et au peuple d'Israël. C'est une façon de souligner son importance dans le grand récit de la Genèse. Je vois. Et comme vous l'avez noté, on retrouve ici un Assur, fils de Sem, au verset 22. Il faut bien le distinguer de l'autre Assur, celui du verset 11, le bâtisseur lié à Nimrod. Le texte gère ces homonymes par leur place dans la généalogie. Et c'est noté pour les Assurs. Alors, la lignée de Sem continue. Arpachshad engendre Shélach, Shélach engendre Héber. Et là, on arrive à un point clé, on dirait. Héber a 2 fils, Pélège et Joktan. Et sur Pélège, le texte ajoute une note assez intrigante. Son nom viendrait du fait que, de son temps, la terre fut partagée. La terre fut partagée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Une division géographique, simplement. C'est une des grandes clés d'interprétation de ce chapitre, et même des débuts de la Genèse. L'expression hébraïque « niflega » à Haaretz, ça suggère une division vraiment profonde, une fragmentation. Plus qu'une simple frontière. Oui, et même si Genèse 10 n'en dit pas plus, la tradition et la plupart des commentateurs y voient une sorte d'anticipation, une prolepse, de ce qui va être raconté juste après, au chapitre 11, la tour de Babel. Ah, Babel. La confusion des langues. Exactement. Babel qui entraîne la dispersion forcée des peuples sur toute la terre. Donc l'auteur glisse ici, au moment où naît Péleg, dont le nom même, Péleg, évoque la division, une indication temporelle. C'est à ce moment-là que la grande séparation a eu lieu. Ce n'est donc pas juste une division de terre, c'est un événement majeur qui explique la diversité des langues et la dispersion des humains. C'est un indice, en fait. Un renvoi subtil à l'épisode suivant qui explique le comment de cette dispersion. C'est assez bien fait comme récit. Et Joktan, alors, le frère de Péleg, il a eu beaucoup d'enfants, on dirait. Ah oui, Joktan est présenté comme l'ancêtre d'une multitude de peuples ou de clans. On les associe surtout à l'Arabie du Sud et à l'Est. La liste est longue. Almodad, Shelev, Atsar-Mavet, Jerash, Adoram, Uzal, Dikla, Ophir, Havila, Seba, Ophir, Avila, Jobab. Oui, une liste impressionnante. les textes essaient de les situer. Leur demeure s'étendait depuis Mécha, du côté de Séphar, jusqu'à la montagne de l'Orient. Bon, les localisations exactes sont débattues, mais l'intention est claire. Placer cette branche importante issue de Sem dans une région connue du monde.
Et pour boucler la boucle, le chapitre termine pour Sem avec la formule qu'on connaît bien maintenant, au verset 31. Ce sont là les fils de Sem, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. La structure tient jusqu'au bout. Tout à fait. Cette répétition, elle n'est pas juste là pour faire joli, elle martèle le message. Malgré la diversité qui grandit, malgré la dispersion, eh bien, tous ces peuples peuvent être classés selon un même schéma, et tous remontent aux 3 fils de Noé. Donc si on résume, ce chapitre 10, c'est une espèce de grande carte mentale, une carte ethnographique et généalogique. Elle prend tous les peuples que l'auteur connaissait, les proches, les lointains, les alliés, les ennemis, Oui, et elle les range dans une structure cohérente qui dit « Vous venez tous de la même famille, celle qui a survécu au déluge ». C'est une affirmation d'unité originelle très forte finalement. c'est exactement ça. Et le tout dernier verset du chapitre, le 32, le dit noir sur blanc, comme une conclusion générale. Telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération, selon leur nation. Et c'est d'eux que sont sorties des nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. Le double but est là, très clair. Oui, Premièrement, affirmer une origine unique pour tout le monde après le déluge, et deuxièmement, expliquer et d'une certaine façon ordonner, légitimer la diversité et la dispersion des peuples qu'on observait. C'est une tentative théologique, narrative, pour donner du sens au monde, son unité profonde et sa diversité apparente. une exploration qui nous montre bien comment ce texte ancien essayait de structurer la compréhension du monde. C'est vraiment plus qu'un catalogue, c'est une vision du monde, une manière de penser l'histoire et la géographie des hommes, à travers la généalogie et un récit fondateur. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion, non? Ces récits des origines, comme cette table des nations, qui tracent des lignées, qui expliquent comment on s'est dispersé, qui définissent des territoires ancestraux, comment est-ce qu'ils résonnent encore aujourd'hui? Mhm. Dans notre monde à nous, globalisé, avec les migrations, le métissage, mais aussi parfois des crispations sur l'identité. Quelle place est-ce qu'on donne, consciemment ou pas, à ces idées d'origine commune, de famille de peuples, ou au contraire de divisions très anciennes? C'est vrai. Comment on articule cette mémoire longue, portée par des textes comme celui-ci, avec la complexité et les défis actuels de la coexistence entre les humains? C'est une question profonde et qui montre bien comment ces textes anciens, ils continuent de nous interroger sur nous-mêmes, sur notre perception de l'identité, de l'autre et de l'unité humaine. De quoi continuer à réfléchir bien après notre discussion.